Monsieur Lingenholm, merci beaucoup. Vous nous avez parlé conception de l'enseignement des mathématiques et je crois que nous avons entendu que c'était aussi sous-tendu par une conception des mathématiques elles-mêmes. Nous avons une dizaine de minutes, ce qui permet peut-être que la salle puisse vous poser une ou deux questions, si vous le voulez bien. Peut-être que je vais poser la question en français et vous la traduirez ensuite en anglais pour que tout le monde puisse comprendre plus facilement. Sophie Souris-Laverne, l'Institut français de l'éducation. Et j'étais très intéressée par le rapport à la théorie et aux résultats scientifiques connus et comment ils sont utilisés ou pas dans le curriculum de Singapour et dans les possibles méthodes qui pourraient en être issues. Vous avez au début dit que vous aviez une approche fondée sur la théorie, fondée sur les résultats de recherche. Et puis plus tard dans l'exposé, vous avez nuancé et dit qu'il pouvait y avoir une approche plus floue, ou en tout cas qui prenait de la distance avec on n'attend pas 20 ans que les résultats de la recherche soient établis de façon très solide et on commence à intégrer déjà des nouvelles idées dans le curriculum. Là il y a une vraie question de comment on construit les curriculums, les ressources qu'on met à disposition des enseignants, les formations. Et actuellement, le discours en France, c'est evidence-based research, on ne faut pas en sortir et tant que c'est pas solidement établi, on peut pas faire les choses en classe. Dans la pratique, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Votre réaction sur cette double entrée? Bien, je dois dire avec cette question, je vois que vous avez écouté avec attention ma présentation. Alors, il y a quelques écarts dans ma présentation, quelques trous. Alors, en fait, c'est mon point de vue personnel, d'ailleurs, ici. Je ne pense pas que dans la recherche pédagogique, on puisse dire que de manière conclusive et qu'on soit à 100% sûr de ce que nous affirmons. Très souvent, voilà les preuves, c'est qu'on utilise des statistiques en recherche sociale. Quel niveau de confiance avons-nous lié aux travaux de recherche? Alors, mais même lorsque nous sommes en train de consommer et que nous cherchons les conséquences de nos pratiques, on n'arrive qu'à un certain niveau de confiance. Alors à Singapour, parfois, donc même on va légèrement au-delà. Juste l'exemple de la métacognition pour partager avec vous comment nous pouvons avoir les deux approches. Ce que vous avez remarqué, c'est intéressant. Nous regardons également où nous allons et de voir quelles sont les conséquences possibles. Lorsque j'ai présenté le cadre du curriculum, la métacognition est un des 5 parties, une partie sur 5. Alors, vers la fin des années 80, il y a eu pas mal de travaux sur la métacognition, mais pas suffisamment pour pouvoir dire ce que ça pouvait faire dans une salle de classe. Alors, néanmoins, le travail effectué est suffisant pour nous dire qu'il y a une valeur ajoutée pour travailler là-dessus et explorer. Je n'ai peut-être pas donné un ensemble. Ici, il y a un effort, mais il n'y a pas un effort suffisant pour que ça soit clair vis-à-vis des enseignants. J'essaie de partager avec vous. Souvent, les gens pensent que dans le développement des curriculums, on est parfaitement au fait de ce que nous voulons faire, on est parfaitement clair. Mais en fait, nous avons tenté des choses où on n'était absolument pas sûr nous-mêmes. Et jusqu'à un certain point, c'était une bonne chose pour nous. Car qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous regardez beaucoup de recherches qu'on voit actuellement dans le domaine de la métacognition et pouvoir apprécier sa pertinence, la métacognition est une des compétences du XXe siècle dans tous les cadres de compétences qu'on est en train d'établir un peu partout dans le monde. Tout le monde sait que la métacognition est importante, donc on est prêt à reconnaître que c'est très important. Mais néanmoins, il nous faut une recherche plus large afin que ce soit puisse être consommé plus aisément par les praticiens, par les enseignants. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour
justement cet aspect universitaire. C'est notre rôle de traduire cela en pratique. Donc actuellement, suite à mes recherches, j'essaye d'aider les enseignants de rendre cela plus opérationnel. À quoi va ressembler la métacognition dans une salle de classe? Et je travaille avec le ministère de l'Éducation et qu'on peut aller plus loin et que ça devienne plus clair. Donc pour moi, c'est une fois de plus un équilibre à trouver. D'un côté, on va avoir des théories bien établies, mais de l'autre côté, on veut tenter quelque chose qui soit nouveau afin qu'on puisse aller de l'avant. Si vous voulez un curriculum, et pour que ce curriculum puisse durer pendant longtemps, il faut qu'il y ait une certaine rigueur. Et pour moi, il doit y avoir une certaine connaissance de l'ordre de l'état de l'art. Et donc, si je ne sais pas jusqu'où je peux aller, bon. Mais si vous regardez, une fois de plus, c'est trouver l'équilibre, recherche et théorie par rapport au curriculum. Pour beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement des curriculums, c'est quelque chose de nouveau. C'est de assurer quelque chose dont nous ne sommes pas absolument sûrs, c'est de le faire. Donc, c'est un peu osé, certes.